bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans vos bureaux. Alors, le confinement et le couvre-feu courent jusqu'au 4 octobre. Vous allez annoncer cet après-midi avec le président du gouvernement Limakou la suite des mesures entrées en vigueur le mardi 7 septembre à midi. Pouvez-vous d'ores et déjà nous dévoiler les grandes lignes de ces annonces? Eh bien, écoutez, d'abord, elles seront annoncées tout à l'heure à 14 h. Évidemment, il y aura, je dis évidemment, j'imagine que toute la population calédonienne le pense, une prolongation au moins d'une semaine du couvre-feu, peut-être de deux, vous le verrez tout à l'heure, avec possibilité d'alléger certains dispositifs, peut-être la deuxième semaine de la prolongation, de façon à ce que justement celles et ceux qui ont fait les efforts, eh bien, on touche les dividendes, entre guillemets, avec un petit peu d'ouverture pour une liberté un peu retrouvée. En tout cas, potentiellement, les familles pourront peut-être aller se promener un peu plus loin. Et vous verrez qu'il est nécessaire, comme vous l'avez vu, on était à un taux d'incidence de 1200. Nous sommes entre 5 et 600. Et en métropole, aujourd'hui, on déconfine totalement, c'est-à-dire qu'on enlève le port du masque en dessous de 50 ou à partir de 50. Vous voyez qu'on est encore loin. Pour autant, on voit bien que les efforts de l'ensemble de la population, que je salue, et l'ensemble des élus également, portent leurs fruits, puisqu'on est passé de 1200 à presque 500, et donc ça continue de baisser, doucement, mais ça baisse, et ça, c'est vraiment la conséquence de ce confinement et du couvre-feu. Pendant ce temps-là, il y a eu une politique de vaccination, pas à outrance, mais en tout cas qui s'est largement accélérée, qui a connu un pic au tout début de la crise, puisque c'est ceux qui, dans tous les cas, avaient envie de se faire vacciner, qui malheureusement avaient attendu 8 mois pour le faire, puisque je rappelle que la Calédonie a été le territoire qui a eu, par rapport à la population, à la fois le plus de doses et le plus rapidement possible. Malheureusement, comme la population était dans une situation quasi normale, Covid-free, eh bien, elle n'a pas profité de ce temps pour se faire vacciner. Il y a eu un pic, un rebond, c'est extrêmement bien et je le salue, avec une organisation millimétrée par l'ensemble des élus qui ont mis en place des vaccinodromes, etc. On connaît depuis maintenant plus d'une semaine une baisse de cette vaccination. Et donc là, je lance un appel à celles et ceux qui d'abord ont été vaccinés une fois. Faites-vous vacciner une deuxième fois, parce qu'une seule fois... Il y avait 30% de perte entre oui, des no-shows, des gens qui ne se présentent pas. Il faut absolument y aller, parce que vous allez croire que vous êtes immunisé, vous êtes partiellement immunisé, donc vous pouvez, évidemment, si vous êtes en pleine forme, etc., passer à travers les mailles du filet. Si par contre vous avez quelques comorbidités, il est possible, c'est pas souhaitable bien évidemment, mais il est possible que malheureusement le virus s'attaque durablement à vous. Donc si vous avez fait une première dose, faites-vous injecter la seconde dose, et si vous n'avez pas encore été vacciné, faites-vous vacciner. Presque 120 morts, 93% n'étaient pas vaccinés, ça veut dire que ce n'est pas le vaccin qui tue, c'est la maladie, c'est le Covid-19. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas à hésiter, il faut aller se faire vacciner pour que nous arrivions à cette immunité collective dès lors que nous aurons 80% de personnes vaccinées sur le territoire. Alors vous évoquez un allègement des mesures pour les personnes qui feraient des efforts, qui auraient fait des efforts. Ça consiste, ces efforts, en la vaccination? Écoutez, enfin, en tout cas, je pense qu'il serait juste et normal que celles et ceux qui se sont vaccinés puissent bénéficier de ces efforts, mais la mise en place probable du pass sanitaire permettra évidemment à celles et ceux qui sont vaccinés de présenter un pass sanitaire complet et donc d'accéder le jour venu au restaurant, au cinéma, au centre culturel, etc. Alors que celles et ceux qui ne le seront pas, bien évidemment, n'y auront pas accès. Ce pass sanitaire, il va pouvoir être mis en œuvre rapidement avant la fin de ce confinement? Alors c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités et de prendre des décisions. Je pense qu'ils sont en train de l'étudier. En tout cas, nous avons pris un décret et l'application du pass sanitaire est possible ici sur le territoire calédonien. Donc maintenant, effectivement, aux autorités locales de faire en sorte de le demander sa mise en place, sa mise en œuvre, bien évidemment. Alors, autre question sur cet indicateur dont on entend beaucoup parler maintenant, le taux d'incidence. Est-ce que c'est un indicateur fiable à suivre, sachant qu'il répond quand même, qui dépend du nombre de tests? Oui, alors, écoutez, je crois que il y a 3 indicateurs pour gérer la crise. Il y a le taux d'incidence, bien évidemment. Le taux d'incidence, c'est, comme vous le savez, le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, sur une période glissante de 7 jours. Donc évidemment, plus on teste, plus on trouve éventuellement. Mais vous savez, comme une donnée statistique, c'est que si vous êtes à 10 pour 1000 ou 100 pour 1000, eh bien, quand vous en avez fait 3 ou 4 ou 5 ou 10 000, eh bien, si c'est la même statistique, évidemment, c'est que celle-ci est juste. Alors, il peut y arriver que certains jours, il y ait une baisse du nombre de tests, mais globalement, elle est à peu près stable. Et dans tous les cas,
probablement qu'à l'occasion de la rentrée scolaire, il y aura des tests, des autotests massifs qui seront faits, alors qui rentreront ou pas dans ce taux d'incidence, qui pour autant permettront de corroborer ou pas l'évolution et la puissance du Covid+, dans cette partie de la population que seront les élèves à un moment donné. Donc cette rentrée scolaire, elle devrait démarrer comme prévu juste après la fin de ce potentiel prolongement de confinement. Écoutez, vous avez vu que le gouvernement a choisi de décaler légèrement les vacances scolaires. Je sais que la vice-présidente du gouvernement travaille d'arrache-pied et en liaison avec le vice-rectorat, évidemment, sur cette partie-là. Et faisons leur confiance pour que les mesures les plus adaptées soient prises à la fois pour les élèves, les enseignants, bien évidemment, et les parents. Alors, ça, c'était le premier point, hein, qui était le taux d'incidence. Après, vous avez le volume de personnes qui sont vaccinées, première et seconde dose. Maintenant, on parle de la troisième pour celles et ceux qui présentent des comorbidités et qui ont été vaccinés il y a plus de 6 mois. Et puis, enfin, c'est le nombre de morts aussi, parce qu'in fine, quand même, ce qui compte, c'est d'épargner les vies. Et donc, le nombre de morts par jour, par semaine, etc., est un indicateur également qui nous permet de voir où nous en sommes dans la prise en compte de cette maladie, dans son appropriation, mais aussi dans la prévention et dans le traitement sur la durée. Parce que les efforts que nous faisons aujourd'hui, si nous devions les arrêter de façon instantanée, on est certain que le Covid repartirait, puisqu'il circule. Le virus, il est encore là, et on voit bien qu'il n'y a pas encore 80% de la population qui est vaccinée. Donc il faut que nous continuions à faire attention, mais en même temps, grâce probablement au pass sanitaire, mais aussi à la diligence de celles et ceux qui sont vaccinés, celles et ceux qui portent le masque, qui assurent des distanciations et qui se lavent les mains, eh bien nous pourrons réouvrir progressivement l'ensemble des commerces, l'accès aux plages et libéraliser un peu. Mais ça ne doit pas être une rupture, il ne doit pas y avoir un arrêt bref et ponctuel. Ça doit s'accompagner de façon à ce que nous puissions monitorer l'évolution de l'épidémie dans le temps, mais aussi poursuivre nos efforts. Et je veux saluer l'ensemble des chefs de tribu, l'ensemble des aires, des présidents des aires, mais aussi des maires, bien évidemment, qui, au quotidien, vont de partout sur le territoire pour solliciter leurs citoyens, leurs collègues, leurs familles, pour qu'ils se vaccinent. Parce qu'on peut faire les efforts qu'on veut, si on se confine et que personne ne se vaccine, eh bien nous devrons rester confinés encore très longtemps, puisque le virus circulera et que nous serons en capacité encore d'emboliser l'hôpital et de conduire à ce qu'il y ait des décès. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons épargner évidemment les vies. Pour épargner les vies, il faut qu'on puisse les soigner. Pour les soigner, il faut que l'hôpital ait un taux d'occupation qui soit normal, avec des arrivées qui soient les moins fortes possibles. Et donc, il faut traiter, c'est-à-dire isoler celles et ceux qui sont évidemment Covid+, faire en sorte que celles et ceux qui sortent et qui sont vaccinés prennent encore les dispositions nécessaires, c'est le masque, la distanciation, le gel hydroalcoolique, etc. Et que peu à peu, les gens continuent de garder ces gestes barrières, de les appliquer au quotidien tant que nous ne serons pas sur une immunité collective. Autre question que se pose bon nombre de Calédoniens, c'est la réouverture du ciel. Est-ce qu'elle pourrait intervenir avant le 31 décembre, sachant que le variant Delta est maintenant arrivé, donc il n'y a plus vraiment de contre-indication à accueillir les voyageurs qui sont... J'y suis particulièrement favorable. Évidemment, avant, le danger était à l'extérieur, et donc il était normal que les mesures qui étaient prises localement, hein, notamment avec la septaine et la quatorzaine en hôtel, qui était une opération extrêmement bien organisée hein, par le gouvernement, avec aussi un filtrage à l'entrée avec des motifs impérieux pour venir sur le territoire, qui ont eu des effets néfastes aussi, hein, il faut se le dire. Hein, c'est qu'une partie de la population qui ne pouvait plus supporter de ne pas voir la famille, de ne pas pouvoir aller voir ses parents en métropole ou ailleurs, ou de recevoir simplement ses enfants ou sa famille, sont rentrés ponctuellement ou parfois définitivement, donc notamment 10 à 15% du personnel médical, comme vous le soulignez bien évidemment, mais aussi une partie des fonctionnaires, il faut le dire, fonctionnaires métropolitains. Pour autant, aujourd'hui, le danger, entre guillemets, il est à l'intérieur, puisqu'on voit bien que le taux d'incidence en Calédonie est bien supérieur à la moyenne nationale, très très supérieur à la moyenne nationale, puisque la plupart des départements en métropole ont un taux d'incidence en dessous de 50 ou en tous les cas en dessous de 100. Et donc on voit bien que le danger est chez nous. Donc en fait, le risque, c'est que nous exportions le virus en métropole, mais en même temps, la métropole arrive à son immunité collective. Et donc là, de ce fait, je suis volontaire, en tout cas déterminé à ce que nous puissions assez rapidement réouvrir le ciel, de façon à donner un peu d'air à celles et ceux qui veulent sortir, celles et ceux qui veulent rentrer d'ailleurs, venir voir leur famille, puisqu'aujourd'hui, les mesures ont été prises, vaccination obligatoire pour venir ici, vaccination et tests obligatoires pour partir en métropole. Donc en fait, l'ensemble des dispositifs juridiques et sanitaires sont mis en place pour que
personne n'est à craindre de la venue et que personne en métropole ou ailleurs n'est à craindre d'une venue de néocoloniens sur le territoire. Avec toutefois le maintien d'une septaine à domicile ou... Alors pour le moment, Sans la septaine est maintenue, pour le moment. Après, on verra en fonction du taux d'incidence si la septaine peut être supprimée, mais ça a été le cas en métropole, rappelez-vous, hein, le taux d'incidence était fort, notamment on se rappelle quand les Guyanais revenaient en métropole, ils avaient une septaine à la maison, à domicile, en arrivant. Ça a été rapidement abandonné dès lors que le taux d'incidence est descendu en dessous de 150. Donc potentiellement, avec le gouvernement et la DAS, par exemple, nous allons travailler à fixer des seuils à partir desquels des choses pourraient être mises en place. Alors, un petit mot sur la manif anti-vax. Après avoir autorisé celle qui s'est déroulée samedi dernier, vous avez finalement décidé d'interdire celle qui était prévue demain. Pourquoi ce revirement de Ce n'est pas un revirement, c'est juste l'application de la loi. Alors je sais que j'ai été très critiqué, je l'assume, j'assume parfaitement la décision que j'ai prise. Première manifestation, d'accord, déclaration de manifestation, les organisateurs n'étaient pas en capacité d'assurer le respect, en tout cas, de l'ordre public, n'étaient pas en capacité d'imposer le port du masque et les distanciations, et nous n'étions pas sur une zone qui était concentrée et qui pouvait être isolée, de façon à ne pas perturber, en tout cas à ne pas contaminer du public qui pourrait venir là par hasard et non pas pour manifester. Donc évidemment, et compte tenu du fait aussi et surtout que ces manifestants ou ces organisateurs faisaient l'objet de nombreuses menaces très violentes, donc qui pouvaient générer des troubles à l'ordre public, j'ai fondé ma décision sur ces troubles à l'ordre public pour l'interdire. 10 jours plus tard, les organisateurs ont déposé une déclaration de manifestation en nous donnant un certain nombre de garanties. Il y avait un service d'ordre, je trouve que c'était plutôt bien organisé. Ils portaient des gilets jaunes, on les a vus. Moi, je me trouvais sur la manifestation avec les forces de l'ordre, bien évidemment, sur une zone qui était sur le front de mer, sur le port de commerce, comme vous l'avez vu, d'accord. Avec en plus, nous avions fermé les accès avec des forces de police et de gendarmerie, de façon à ce que personne du public, en tout cas de la société civile, qui ne voulait pas manifester, puisse être au contact de ces manifestants. D'accord. Les gens portaient le masque. Mais force est de constater, et vous l'avez constaté sur les images, que en fait, les distanciations n'ont pas pu être respectées. Fort de cela, j'ai reçu une déclaration de manifestation pour ce samedi que j'ai refusée dans la mesure où les organisateurs ont fait la preuve qu'ils n'étaient pas capables, ou en capacité en tout cas, et je dis qu'ils ont quand même essayé de faire les efforts nécessaires, mais bon, c'est difficile quand vous avez plusieurs centaines de personnes de leur imposer une distanciation. Certains avaient pris ça pour une sortie familiale et festive. Ce n'était pas le cas, c'est une manifestation qui devait respecter des règles. Ça n'a pas été le cas, en tout cas pas sur tous les aspects. Compte tenu de cela, j'ai décidé d'interdire cette manifestation pour samedi. Alors, une question d'ordre économique. Les entreprises accusent un peu le coup avec le confinement qui en plus risque d'être prolongé. Elles attendent notamment des aides de l'État, dont celle du Fonds de solidarité, dont il avait été précisé que les modalités d'attribution seraient données d'ici la fin du mois de septembre. Est-ce qu'on en sait plus sur cette aide ? Alors, les modalités relèvent de la compétence nationale, donc effectivement, elles arriveront à la fin du mois de septembre, donc c'est dans les jours qui viennent, bien évidemment. Les aides seront versées le 15 octobre, d'accord. Pour le moment, sachez qu'il y a quand même 6 923 entreprises qui ont perçu une aide de l'équivalent de 5 milliards de francs, d'accord. 6 923 entreprises, c'est pas rien. 5 milliards de francs, ce n'est pas rien non plus, qui ont déjà touché. Donc, ça ne concerne pas la période actuelle, c'est les personnes de la période passée, d'accord. Donc là, avec l'état d'urgence sanitaire et les nouveaux critères du FSE, etc., eh bien, de nouvelles aides vont être versées. C'est ce que nous verrons dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. C'est extrêmement important. C'est 19 000 aides qui ont été également versées à l'issue du 3e confinement. C'est quand même énorme. Et c'est pour nous aussi la solidarité nationale qui joue, comme ça a été le cas partout ailleurs lorsque la crise et l'état d'urgence sanitaire a été décrété. Il n'y a aucune raison que nous traitions différemment la Calédonie de l'ensemble des autres territoires et départements métropolitains ou d'outre-mer. Mais c'est quand même, il faut le savoir, presque 7000 entreprises qui ont été aidées pour un montant de 5 milliards de francs CP, ce qui est déjà beaucoup. Mais nous continuerons, bien évidemment, avec ce panel d'aides qui va être précisé dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent, et les aides seront versées à partir du 15 octobre. Alors, toujours sur l'aspect économique, l'exécutif a laissé entendre que la crise allait coûter au bas mot 20 milliards de francs et qu'il faudrait probablement faire appel à un nouvel emprunt garanti par l'État. Est-ce que l'État s'est déjà manifesté sur ce sujet ? Est-ce qu'il
se portera à nouveau garant de ce nouveau prêt? Écoutez, nous avons reçu une partie des demandes et des chiffres pour lesquels nous avons demandé des compléments. Et donc aujourd'hui, il est un peu prématuré de vous dire ce que nous ferons, parce que nous n'avons pas totalement, en tout cas l'intégralité des éléments qui doivent être portés à notre connaissance. Pour autant, bien évidemment, l'État, pareil, au titre de la solidarité nationale, interviendra à la hauteur de ce qui sera défini en fonction des besoins qui seront exprimés et des capacités aussi pour l'État d'intervenir. Mais je pense que nous le saurons bientôt, dès lors que nous aurons à la fois reçu les éléments, que nous aurons inscrits et transmis pour partie au ministère. Si le oui l'emporte le 12 décembre, est-ce qu'on pourra encore compter sur l'aide de la France pour gérer une éventuelle deuxième vague en Calédonie? Écoutez, dans tous les cas, si le 12 décembre prochain, le oui l'emporte, rien ne change, au moins jusqu'au mois de juin 2023. Donc il n'y a aucune raison que, même s'il y avait une autre vague, l'État ne soit pas là, aux côtés des Calédoniennes et des Calédoniens, qui seront encore français, au moins jusqu'au 30 juin 2023. Donc pour nous, il n'y a pas de sujet. Je l'ai dit encore ce matin à une réunion de l'ensemble chez les services de l'État, c'est que le 13 matin, il ne se passe rien de plus que le 11 ou le 12. Nous continuons à travailler normalement et nous serons dans une nouvelle perspective, puisque soit le oui sera majoritaire, soit le non sera majoritaire. Et en fait, en fonction du oui ou du non, si c'est le oui, eh bien, nous commencerons à travailler avec évidemment celles et ceux qui ont souhaité ce oui, membres des partis politiques, etc., pour voir quelle va être leurs nouvelles institutions, les nouveaux textes qu'ils veulent faire passer, de façon à ce que nous puissions, nous, évidemment, en miroir, pouvoir construire et faire des propositions, d'accord, pour organiser notre départ, notre désengagement du territoire sur les différents pans de la société et de l'économie, comme de l'ensemble des administrations. Si c'est le non, eh bien, en fait, nous nous lancerons dans un travail méticuleux afin de poursuivre la construction de la Nouvelle-Calédonie, de ses institutions, évidemment, de ses compétences, l'exercice des compétences, mais aussi de la structuration de son économie, de façon à ce que, justement, ce nouvel accord soit un nouveau départ en s'appuyant sur ce qu'aura été l'expérience des 30 dernières années et la mise en perspective de tout ce qui a été délégué, organisé aujourd'hui avec les institutions, avec les administrations, avec nous, de toute façon, à ce qu'on se dise franchement les choses. Bon, ben là, c'est plutôt réussi, là, c'est plutôt trop coûteux, pas assez rapide, pas assez efficient. Est-ce qu'il ne faut pas changer tel ou tel dispositif? Il ne s'agit pas pour l'État de vouloir reprendre des compétences, mais simplement de se dire, c'est que peut-être que l'exercice des compétences, elle est hyper efficiente ou pas, elle est partielle. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on continue à déléguer des compétences ou à les transférer totalement, de toute façon, à ce que ce soit plus clair pour les néo-calédoniens, que ce soit moins coûteux pour eux aussi parfois, et que ce soit plus efficient peut-être. Très bien. Alors, l'organisation du référendum compte parmi vos principales missions. Tout d'abord, est-ce que vous confirmez, donc il n'y a pas de report pour l'instant prévu, la date du 12 décembre reste effective? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans une posture qui est celle de l'organisation du référendum le 12 décembre prochain, pour une raison simple, c'est que nous y sommes préparés depuis de longs mois. Nous avons des équipes qui sont totalement familiarisées avec l'ensemble de ces processus administratifs, puisque tout s'est passé dans d'excellentes conditions, fort de l'expérience du premier puis du second référendum. Les équipes des élus et administratives des différentes institutions maîtrisent parfaitement également le sujet. Donc sur cette partie-là, aucune anicroche, aucun problème, aucun retard. Sur la partie des renforts de sécurité ou d'ordre public, en tout cas pour gérer l'ordre public, écoutez, tout est en route. Les équipes ont été désignées, les gens sont déjà vaccinés, les avions ont été affrétés, les hôtels, les lieux où ils passeront la septaine également, les équipes médicales venues de métropole pour assurer en totale indépendance, de façon à ce que justement nous n'ayons pas un impact ou nous ne fragilisions pas les équipes médicales du territoire qui s'occupent, elles, de la maladie aujourd'hui, de l'épidémie du Covid, ne soient pas mobilisées. Donc nous avons décidé de le faire en totale autonomie, de réduire au strict minimum l'impact sur le terrain, c'est-à-dire on a choisi de prendre des avions affrétés, de façon à ce que nous ne prenions pas des places dans les avions qui pourraient être occupés par des Calédoniennes ou des Calédoniens qui voudraient pouvoir venir voter ou simplement voir leur famille. D'accord. Nous avons réduit au strict minimum l'impact sur la partie hôtelière, de façon à ce que justement, d'abord, les hôtels puissent être mis à profit, en tout cas à disposition pour les hospitels, d'accord, pour les Covid+, pour celles et ceux qui voudraient venir passer des vacances ou rejoindre leur famille,
Voilà, donc et ensuite, nous avons fait en sorte également, avec le service de santé des armées par exemple, et le concours des FANC, d'assurer en totale autonomie, évidemment, l'accompagnement médical et sanitaire de ces personnes qui seront toutes vaccinées, mais qui vont passer une septaine dans les casernes, dans différents hôtels, dans différents endroits, de façon à ce que nous n'amenions pas, évidemment, le virus ici, premièrement. Deuxièmement, que nous ayons un impact totalement neutre sur la vie de la société ici en Calédonie à l'occasion de l'arrivée de ces renforts. D'ailleurs, à ce titre, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, arrive le 5. Tout à fait. Il sera donc présent jusqu'au 19, si C'est j'ai bien ça. noté. Il est notamment prévu, dans le cadre de sa visite, de vraiment évoquer aussi le troisième référendum, son organisation. Comment comptez-vous l'accompagner dans cette visite? Qu'est-ce qui est prévu? Écoutez, d'abord, la visite, elle est en train d'être travaillée, mais vous l'imaginez bien, parce qu'elle dépend aussi dans son organisation, dans les séquences et dans l'organisation des séquences de ce que sera la crise, ce sera le confinement et des conditions du confinement. Donc il y a plusieurs hypothèses qui sont en train d'être travaillées. On a encore eu des réunions hier et avant-hier, on en aura encore tout le week-end, bien évidemment. Il y aura probablement dans la première semaine de septembre des visios avec les différents élus, des visios avec les différents partenaires économiques, institutionnels, etc., de façon à ce que le ministre puisse gagner du temps sur la deuxième phase qui, si les conditions de confinement ou d'allègement du confinement se confirment, le ministre pourrait sortir pour aller voir et saluer notamment les équipes sanitaires, bien évidemment, les renforts, mais aussi celles de ceux qui sont là au quotidien, mais aussi aller voir les renforts et l'organisation des renforts pour voir si tout est bien prêt, comme nous l'avons dit au ministre, et pour qu'il se fasse une idée lui-même, afin qu'il puisse proposer au président de la République le maintien ou pas de ce référendum. La crise sanitaire et la campagne référendaire qui va être amputée de plusieurs semaines, est-ce qu'elle ne risque pas de remettre en cause la légitimité du scrutin, comme on a pu l'entendre Écoutez, certains partis politiques? C'est pas à moi à en juger. Une chose est sûre, c'est que ça fait 30 ans que ce territoire se prépare à des référendums, se prépare à une indépendance ou pas. Je pense qu'une campagne est bien évidemment nécessaire et qu'on espère que la crise sanitaire va suffisamment décroître pour le permettre. En même temps, il serait quand même hasardeux de dire que le référendum n'est pas légitime alors même que depuis 30 ans, les gens s'y préparent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que même si effectivement la campagne n'est pas exactement à l'identique de celle qu'on a connue, regardez les campagnes des municipales, des départementales et des régionales, elles se sont tenues avec taux d'incidence qui était au moins aussi important que celui-ci dans certaines régions ou certains départements. Ça n'a pas remis en cause la légitimité de l'élection ou pas des uns et des autres. Quels moyens ont été mis en place pour assurer la sécurité des Calédoniens avant, pendant et après la consultation? Il y a eu d'importants renforts des forces de l'ordre pour le deuxième référendum. Est-ce que ça va être à périmètre égal ou est-ce qu'il va y avoir des renforts encore supplémentaires? Il y aura des renforts supplémentaires. Pour une raison essentielle, c'est qu'on ne craint pas une crise complémentaire, etc. Mais simplement, c'est qu'avec le Covid-free, avec l'organisation des différents référendums, une bonne partie des forces de l'ordre, et pas que, n'ont pas pu prendre de vacances, n'ont pas eu droit au repos. Et donc, inévitablement, eh bien, il y a des renforts supplémentaires qui permettront d'alléger la tâche à certains moments donnés, de façon à ce que certains puissent prendre un peu de repos, ce qui est tout à fait légitime, parce qu'après, nous allons rentrer dans une nouvelle phase, qui est celle de la campagne électorale des présidentielles, puis des législatives, puis de la préparation du prochain référendum de projet pour juin 2023. Et donc, vous imaginez bien que l'ensemble des fonctionnaires, quels qu'ils soient, quelle que soit leur administration d'origine, la police, la gendarmerie, mais aussi l'ensemble des administrations des services de l'État, et comme des FANC et du Haut-Commissariat, seront mobilisés également pour accompagner ce mouvement. Et donc, nous avons aussi besoin, un peu comme pour la crise sanitaire, de faire en sorte qu'on puisse, par un apport de troupes fraîches et complémentaires, permettre à celles et ceux qui n'ont pas pu prendre de congé depuis plusieurs mois, voire des années, d'en prendre un peu, de façon à ce que le relais puisse être pris le moment venu et que le début de l'année se passe dans d'excellentes conditions avec des troupes reposées et qui connaîtront parfaitement le terrain puisqu'ils y vivent depuis déjà longtemps. Alors on sait qu'en ce moment, vous êtes fortement mobilisés par la crise sanitaire et puis l'organisation de ce troisième référendum. Mais au-delà de ces deux événements, si on peut dire, quelles seront vos missions dans les mois à venir? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur pour la Calédonie? Écoutez, tout me tient à cœur puisqu'il s'agit, avec les autorités locales et les différentes institutions, de faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie transcende les difficultés que sont les siennes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on arrive à des réformes structurelles, puisque quel que soit le
parti ou la mouvance à la tête du gouvernement, indépendantiste ou non indépendantiste, je pense qu'il n'est pas sain, il n'est pas juste que nous soyons en permanence obligés de subventionner, en tout cas de donner des subventions au gouvernement d'équilibre parce que l'équation économique ne fonctionne plus. Donc on voit qu'on est au bout d'un système qui doit être réformé. Et donc je sais que des réformes ont été étudiées par les précédents gouvernements, par le gouvernement Mapou, et je sais qu'un certain nombre d'entre elles devront être prises et mises en place, de façon à ce que, justement, après cette autonomie, une forme d'émancipation, d'accord, de façon à ce que, justement, l'économie se structure et que l'ensemble du territoire puisse générer à la fois des taxes, des impôts, etc., que l'ensemble puisse se nourrir d'un fonctionnement devenu à peu près normal, apaisé et efficient. Ce n'est pas totalement anormal, hein, le territoire s'est construit en 30 ans avec différents accords, et donc là, le troisième référendum est probablement la bonne occasion pour toutes et tous de reprendre ce que je disais tout à l'heure, de faire le bilan à froid, sans animosité. Il ne s'agit pas de dire « ah, c'est la faute d'un tel », etc. Ça ne servirait à rien. Il s'agit avant tout de se dire « bon, ben voilà, faisons le point, le bilan et la rétrospective du transfert de cette compétence. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, non. Combien y avait-il de fonctionnaires pour le faire avant? X. Combien il y en a aujourd'hui? Y. C'est plus, c'est moins. Pourquoi? Ensuite, c'est à nous, ensemble, s'il y a besoin de ressources supplémentaires, de les trouver, de les générer. Et c'est là que je parle de réformes structurelles, par exemple de taxes affectées ou autre chose. Et puis à nous aussi de répondre à des attentes peut-être qui pourraient être exprimées sur le transfert de nouvelles compétences, bien évidemment, et ça, nous devrons y travailler. Il s'agit d'imaginer l'avenir, alors sur la partie institutionnelle, bien évidemment, et sur la partie aussi de l'économie générale du territoire. C'est ensemble de voir, par exemple, avec l'ensemble des subventions que nous donnons, par exemple au titre des contrats de développement, comment on peut aussi, grâce à ces contrats de développement, à ces mannes financières extrêmement importantes délivrées sur le terrain, dans chacune des provinces et auprès du gouvernement, structurer et linéariser une forme de commande publique, de façon à ce que nous accompagnions également les entreprises, et que du coup, en accompagnant sur une forme de linéarité, sur un pas de temps assez long, eh bien, on puisse mettre en place les conditions de recrutement d'une GPEC, hein, ce qu'on appelle, voilà, pour qu'il y ait des formations, que des emplois soient derrière, que les gens soient employés, et que quand il y a de l'emploi, bien, du coup, il y a des impôts, parce que les gens gagnent leur vie, il y a des taxes, parce qu'il y a des chiffres d'affaires, etc., et que du coup, on génère une nouvelle économie dont le territoire a besoin, mais il y a aussi besoin de nouvelles infrastructures. On pourrait éventuellement revenir sur ce projet, hein, par exemple, de route ou de tunnel qui peut mener plus rapidement à Tamputa. C'est un élément important qui pourrait mobiliser, de mon point de vue, des financements de l'État, mais aussi créer un certain nombre d'emplois, et puis apporter un peu de positivité dans ces infrastructures qui nous permettraient de rejoindre Tamputa, parce que j'imagine qu'un jour, c'est pas demain, mais c'est peut-être après-demain, l'aéroport de Magenta, qui se retrouvera bientôt en plein centre-ville, devra fermer inévitablement, puisque comme vous le savez, la plupart des grandes villes françaises maintenant, où les aéroports étaient à l'extérieur, se sont trouvés à l'intérieur, et donc on a dû les fermer, c'est Toulouse, c'est d'autres villes, etc. Donc il faut préparer l'avenir, pas se précipiter, mais se dire que peut-être que, justement, créer un accès beaucoup plus rapide à la Tamputa, c'est permettre un jour, et ça sera aux élus d'en décider, mais pas à moi, de fermer la Magenta, puisque le problème se posera. Mais c'est aussi, par exemple, sur la partie énergétique. Que doit-on faire? Est-ce qu'il faut faire un autre barrage? Ça paraît compliqué parce qu'on n'a pas forcément les ressources hydrauliques pour le faire. Pour autant, les énergies renouvelables, est-ce qu'il faut faire du stockage? Est-ce qu'il faut faire un mixte avec du gaz ou pas? Donc ce sont des questions de société aussi, en même temps que des questions énergétiques, et qui engagent le pays pour les 30 ou 40 prochaines années, et qui pourraient aussi être générateurs d'une nouvelle identité calédonienne, extrêmement verte, mais aussi d'une nouvelle attractivité calédonienne dans le monde Pacifique, terre, si nous restons évidemment dans le nom, terre européenne, française, un pôle d'attractivité pour les entreprises étrangères ou pour des productions de produits manufacturés que nous pourrions exporter dans la région ou ailleurs. Et donc là, ce sont également des conditions de cette attractivité, de création de cette énergie verte, probablement, parce que ici, tout est très beau, tout est très vert, et donc je pense qu'on a tout à gagner dans cette ambiance régionale également à être l'un des premiers territoires à avoir une autonomie énergétique verte. Alors en parlant de sujet régional, justement, je rebondis sur un sujet qui agite pas mal l'opinion publique, à savoir ce contrat d'achat de sous-marins d'un montant de 56 milliards d'euros qui a été annulé entre l'Australie et la France au profit des États-Unis. Est-ce que
cette rupture de contrat entre l'Australie et la France pourrait avoir des conséquences sur la Calédonie d'un point de vue géopolitique, économique? Écoutez, ce n'est pas à moi de le dire, hein, ce sont les autorités ministérielles d'État à État. Pour autant, évidemment, ça change un peu la donne dans nos relations, en tout cas pour le moment, nos relations bilatérales entre voisins, hein, puisque nous sommes quand même le premier voisin de l'Australie. En même temps, il faut se dire les choses, c'est qu'il faut comprendre à la fois les institutions politiques, mais aussi les entreprises qui avaient beaucoup misé, et en fait celles et ceux aussi d'Australie qui étaient venus en métropole et qui aujourd'hui devront rejoindre leur pays suite à la rupture de ce contrat de façon un peu unilatérale. Et donc il n'est pas anormal qu'aujourd'hui la posture française soit d'une certaine forme de retrait et d'attentisme pour voir un peu quelle est la situation qui va évoluer ou se figer. Est-ce que ça pourrait remettre en cause ce fameux axe Indo-Pacifique aussi, dont on entendait parler entre... Alors l'axe Indo-Pacifique, certes il y a la Calédonie, mais nous avons aussi évidemment sur l'axe Indo-Pacifique la Polynésie, la Wallis-et-Futuna, la Réunion, Mayotte. Et donc certes la Calédonie compte, évidemment la Calédonie compte, mais ça ne peut pas remettre en cause une politique beaucoup plus générale de l'axe Indo-Pacifique souhaitée par le président de la République. C'est un élément qui perturbe le jeu, mais qui ne l'annule pas. Parce que nous sommes la deuxième puissance mondiale en titre de zone exclusive, et donc nous avons Polynésie, Wallis, la Réunion, Mayotte, entre autres, qui sont sur ces axes, et donc sans le remettre en cause, ça le perturbe un peu pour le moment, mais je suis intimement persuadé que nous saurons rebondir, évidemment, avec notre agilité intellectuelle qui est bien connue. Alors une dernière petite question, un peu plus d'ordre personnel, s'il y avait une méthode Patrice Faure, quelle serait-elle? Intervenir sur beaucoup de sujets avec une certaine force et conviction. Comment vous pourriez définir votre volonté d'agir en Calédonie? D'abord, je pars toujours, et je le rappelle, à mes troupes ici un peu moins qu'ailleurs, parce qu'ici, il n'y a pas forcément besoin. Et c'est cette respiration, notamment de l'ensemble de nos personnels qui viennent de partout et d'ailleurs, hein, qui se mélangent à celles et ceux qui sont originaires. C'est une véritable respiration pour un service public, et c'est bien. Nous sommes au service du public. Je suis un serviteur de l'État, je suis au service du public, de tous les publics, en dehors de toute contingence politique. Quel que soit mon interlocuteur, je lui dois un service et je dois répondre à ses questions. Donc, d'abord, je me pose dans cette posture. Deuxièmement, je me pose dans une posture de transparence. Je n'ai aucune raison de cacher quoi que ce soit à aucun de mes interlocuteurs. Ce n'est pas dans mes habitudes. Il vaut mieux dire les choses. Alors parfois, effectivement, certains le prennent mal parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais moi, je suis franc, je suis direct et je suis transparent. Et donc, en général, au début, ça grince un peu, ça se peut. On l'a vu avec cet arrêté. Mais en même temps, au moins les gens savent où ils vont. Et je préfère dire les choses plutôt que de les subir. Et donc, j'ai toujours dit les choses. Et j'attends qu'on me dise la même chose. Et je ne prends jamais mal quand quelqu'un me reprend ou me donne une contrepartie qui n'est pas forcément celle que j'attends. Mais c'est pas grave, ça nous permet de grandir parce que peut-être que je me trompe. Et je l'accepte sans aucune difficulté. Pour autant, franchise, service, et puis transparence, surtout transparence. Un grand merci, monsieur le commissaire, pour ces réponses. Merci à vous. Et puis à bientôt pour une prochaine interview. Pas de souci, merci beaucoup.